Bonjour M. Garneau. Alors, bienvenue à Paper Week 2014. Alors, dans votre présentation, vous avez parlé des 3 clés du succès pour l'industrie des pâtes et papiers. La diversification, le recrutement et le développement durable. Commençons par la diversification. Quelles sont les étapes pour parvenir à diversifier l'industrie des pâtes et papiers, selon vous? Vous avez vu, j'ai mentionné qu'il y avait quand même eu des succès. Là. On a parlé du développement de nanocristalline, vraiment utiliser la fibre qui va rentrer dans des produits du futur. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour développer l'aspect marché. On parle de notre produit qu'on est impliqué au niveau de la recherche aussi, qui va permettre de tirer avantage de la recherche qui se fait présentement. On est probablement encore 2, 3, 4 ans vraiment là, avant de réaliser des percées importantes au niveau du marché, mais ça s'en vient là, de façon assez intéressante. Je pense qu'il y a d'autres projets sur lesquels on travaille où on peut recycler ou utiliser les effluents, les boues activés, les systèmes de boues activés pour produire des produits qui vont être utilisés dans le futur. Oui. Mais pour ça, il faut avoir des usines performantes là, que vous avez notées aussi. Ça prend toujours des usines performantes. Je pense que c'est vraiment l'élément principal. On voit que tout le monde, dans les pâtes et papiers, incluant Résolu, il y a eu des efforts de fait pour améliorer la position concurrentielle. Vous savez, ça va prendre des investissements importants pour pouvoir diversifier, puis il faut s'assurer que les usines, il ne faut pas changer la vocation d'une usine qui a un coût de fabrication qui est élevé, ça ne fonctionnera pas. Fait que travailler sur le premier aspect, d'être compétitif, de s'assurer qu'on est en mesure de générer des liquidités pour pouvoir réinvestir dans ces technologies-là, puis de les implanter éventuellement aux usines qui sont les plus performantes. Parce que justement, les capitaux ne sont pas faciles à obtenir pour créer plus de valeur par la suite. C'est aussi ça un des problèmes. C'est évident que les investisseurs ils craignent l'eau froide. Ils ont été brûlés. Vous savez, le vieux dicton, là, quand quelqu'un qui a été échaudé craint l'eau froide, puis nos investisseurs, à un moment donné, veulent vraiment voir qu'est-ce qui se passe. Il faut faire la preuve que c'est une industrie qui est vraiment qui peut vraiment se diversifier en générant des fonds, en investissement dans la recherche. Puis là, il y a eu quand même des indications qu'il y a des nouveaux produits qui sont vraiment dans le pipeline, puis qui vont éventuellement là, donner à l'industrie un nouveau souffle. Vous savez, la vision 2020 de l'Association canadienne des produits forestiers, je pense que c'est réalisable. On est encore 5, 6, 7 ans en avant, mais on voit poindre au bout du tunnel là, vraiment des éléments intéressants pour pouvoir réaliser cette conversion-là. Justement, pour réaliser cette diversification-là, il va falloir des ressources humaines, puis il va en manquer beaucoup au cours des prochaines années. Fait que comment ça va être possible de rendre l'industrie plus sexy pour attirer ces jeunes-là dans l'industrie? Écoutez, puis je pense que la question se pose, puis il faut tout simplement là, commencer à réfléchir d'une façon différente. Est-ce que l'industrie va vraiment disparaître? La réponse est non. Il y a eu beaucoup de changements, puis je pense qu'il faut vraiment démontrer à la prochaine génération de travailleurs qu'il y a un futur, qui a 25, 30, 50 ans, là, qui vont pouvoir travailler dans cette industrie-là, puis vraiment apprendre, se développer, puis de profiter des nouvelles opportunités qui s'en viennent. C'est pas facile parce qu'on a tellement parlé négativement de l'industrie au cours des 15 dernières années que ça allait disparaître. Mais le papier est encore là. On a vu une présentation tout à l'heure qui montre la consommation de papier tissu en Inde, par exemple, ou de papier en Chine, que ça augmente de façon exponentielle. Il faut vraiment... puis Résolu a quand même un avantage de par la location d'usines sur le fleuve Saint-Laurent ou près des ports de mer qui va nous permettre d'exporter. Il faut absolument être en mesure d'expliquer cet avantage-là à la prochaine génération de travailleurs qu'il y a du futur dans cette industrie-là. Puis je pense qu'on l'a démontré. On a restructuré à Résolu la compagnie en 2009 et 2010. Puis on voit les résultats maintenant. C'est encore difficile, mais on voit l'amélioration sur une base là, trimestrielle. Fait que je pense que c'est encourageant pour le futur. Oui. Puis la troisième clé du succès, c'est le développement durable. Quand on parle de développement durable, vous faites souvent allusion à l'équilibre. Qu'est-ce que vous voulez dire par cet équilibre-là? Bien, vous savez, quand on parle de développement durable, il y a 3 piliers. Puis,
vous pouvez utiliser le tabouret à 3 pattes. Puis on sait quand les 3 pattes sont pas vraiment au niveau, qu'est-ce que ça fait, là? Il y a l'aspect environnemental, l'aspect vraiment protection de l'environnement. Le deuxième, c'est l'aspect social, les emplois, les communautés. Et troisièmement, l'aspect économique. Puis ça prend vraiment un équilibre entre les trois. Tu ne peux pas penser, par exemple, de tout protéger la forêt boréale, puis de ne pas penser aux travailleurs, de ne pas penser aux communautés. C'est là que ça prend un équilibre pour s'assurer que la forêt, on sait que ça repousse, on récolte des blocs en forêt. Puis, dans 80 des cas, on n'a même pas besoin d'avoir d'intervention. L'autre 20 l'industrie et le gouvernement travaillent de concert pour pouvoir s'assurer que c'est replanté puis qu'il y a des arbres qui vont pousser pour le futur. Tu sais, quand on regarde là, la forêt boréale, puis qu'on recule aux derniers 100 ans, là, on voit que la forêt boréale, il n'y a pas eu de déforestation. Il y a de la déforestation à Montréal, de la déforestation à Québec, à New York, mais envoyons-nous dans les régions boréales. Est-ce qu'on envoie à Bécamo? Est-ce qu'on envoie au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Est-ce qu'on envoie en Abitibi? La réponse est non, parce qu'on cultive la forêt. C'est vraiment là l'importance de voir la forêt comme une culture. C'est pas beau de voir un champ de blé d'Inde de l'automne quand il vient tout juste d'être récolté, mais le printemps suivant, c'est replanté, ça repousse, puis durant l'été, c'est vert, c'est beau. Mais c'est la même chose pour la forêt, sauf que le cycle est beaucoup plus long. Et ça prend des années. Et on a des exemples là, après 5 ans que c'est récolté, mais les arbres ont 1 pied ou 1 mètre de hauteur, puis après 15 ans, ça grandit très rapidement. C'est ça qu'on parle quand on parle vraiment de développement durable, c'est de s'assurer qu'il y a un équilibre entre ces 3 piliers-là, puis qu'il y a des communautés. J'ai mentionné qu'il y avait 200 communautés qui vivaient, ils tiraient 50 de leurs revenus de la forêt, des produits forestiers. C'est bien important, si on décide de tout protéger, ou de protéger davantage, ou de protéger à un niveau qui n'est pas durable, mais à ce moment-là, comment est-ce qu'il va y avoir de personnes qui vont perdre leur emploi et qui n'auront pas la possibilité de travailler dans un environnement où on s'assure qu'il y a du bois, il y a de la fibre pour la prochaine génération. Puis aussi, vous dites souvent que les normes environnementales sont dans les plus strictes au monde, pratiquement au Canada, puis à quel point les certifications sont importantes. On a entendu récemment que le Résolu a perdu temporairement la certification FSC dans certaines zones. C'est quoi l'importance d'une certification comme FSC, puis qu'est-ce que ça signifie, cette perte-là momentanée pour Résolu? Écoutez, ce qu'il faut comprendre, c'est une suspension d'abord, puis c'est une suspension qui a été causée par une dispute ou une mésentente entre une communauté autochtone et le gouvernement. Et cette communauté autochtone-là devait s'entendre avec une autre communauté autochtone. Ça n'a pas été fait. Ça fait une douzaine d'années que cette mésentente-là dure. Ça fait que quand les vérificateurs regardent les conditions au niveau de la certification qu'on a à remplir, bien, ça prend une sorte de consentement de la part des communautés en général, pas en particulier en général. Et ce consentement-là n'a pas été obtenu pour une de ces communautés-là, ce qui a fait en sorte que le vérificateur a émis une non-conformance. La deuxième, c'est au niveau des plans de rétablissement du caribou forestier. À ce moment-là, on sait que c'est le gouvernement qui est responsable de préparer les plans, d'annoncer ces plans-là. Et ça n'avait pas été calculé de la façon dont la norme FSC par le gouvernement, n'a pas été calculé par le gouvernement selon la norme FSC. Et c'était une autre non-conformance. Il y en avait 2 autres. Puis quand tu n'as 4 et plus, à ce moment-là, tu as une suspension. C'est important, mais il faut quand même se souvenir. Puis je pense que ce qu'il faut comprendre, là, c'est que les lois et les règlements au Canada et au Québec en particulier, je l'ai mentionné tout à l'heure, sont parmi les plus rigoureuses dans le monde. On a une certification, c'est tout simplement un indépendant. Puis FSC ou SFI ou CSA, c'est trois certifications qui donnent le même résultat, qui s'assurent que la forêt est bien quand on regarde le terrain, quand on regarde les normes, que c'est bien qu'on respecte toutes ces normes-là. Puis je pense que absolument la suspension ne touche pas vraiment à la pratique sur le terrain. Ils n'ont rien trouvé au niveau de la pratique sur le terrain. C'est ce que nos employés répètent continuellement. Hey, on protège la forêt, on fait notre travail de façon vraiment rigoureuse. Et c'est ce que ça
la suspension ne touchait pas ces points-là. Ça prouve une chose, ça prouve que le gouvernement, dans ce cas-là, fait vraiment un suivi rigoureux de ses lois et ses règlements. Malheureusement, il y a des disputes. Il va toujours avoir des disputes et c'est ça qui a causé, là, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qui a causé la suspension de la certification. Vous espérez la récupérer le plus rapidement possible? On espère la récupérer, mais vous savez, des fois, ça prend du temps à régler des conflits. Les conflits au Moyen-Orient, ça fait 30 ans que ça dure, puis c'est pas réglé encore. Ça fait que, écoutez, on espère qu'on va être en mesure de trouver des solutions, que le gouvernement va être en mesure de trouver des solutions, mais si on n'en trouve pas parce qu'il y a une période vraiment définie pour pouvoir régler ou en arriver à des conclusions qui sont positives, à ce moment-là, on verra. On verra ce qui va se passer avec ces deux disputes-là. Parce que pour vos clients, c'est quelque chose d'important sur le marché international? C'est bien évident que c'est une question importante pour les clients. Mais vous savez, le marché finit toujours par s'adapter à des conditions. Le marché se rend compte qu'il y a des conditions qui sont impossibles à remplir ou qui sont complètement extérieures. Le marché va finir par comprendre aussi que la raison de la suspension, là, c'est complètement hors du contrôle de Résolu. Ces éléments-là, à un moment donné, vont peser dans la balance. M. Garneau, merci beaucoup. Bon Paper Week. Merci.